Je vois ici un transistor bipolaire, à quoi ça peut ressembler, puis un transistor MOSFET, à quoi ça peut ressembler. Il y a d'autres formats de transistors comme ça aussi. Il y a des transistors. Bonjour à tous. On y va avec la dernière partie des composantes, la formation sur les transistors. Ça, c'est la composante qui est plus souvent qu'autrement expliquée, mais de façon très technique. Il y a bien des termes là-dedans. On l'utilise à toutes les sauces. Moi, je vais vous l'enseigner au point de vue d'un réparateur. Un réparateur, il peut apprendre à fond à aller pratiquement jusqu'en physique quantique, là, au niveau des atomes, là. Mais dans le fond, j'ai pas besoin de ça, là. Les atomes, les atomes, les covalents et ainsi de suite, j'avais appris ça il y a des années, ça m'est jamais revenu dans la tête. Là, tantôt, j'ai fait du rafraîchissement, parce que je voulais moi aussi, ça fait longtemps. Puis je me suis rendu compte, aïe, j'ai jamais utilisé ça, j'ai jamais pensé à ça. Mais c'est sûr et certain qu'il y a un certain calcul à faire des fois dans les transistors. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est c'est quoi la base, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'il est là. Et 2, comment je peux le tester rapidement pour savoir s'il fonctionne ou il fonctionne pas. 3, le remplacer. Ça finit là. Moi, je regarde ça de ce côté-là. On peut passer des années en études pour apprendre complètement de A à Z comment ça peut. Parce que, écoutez, ça n'a pas de fin, les transistors, là. Ça n'a pas de fin. C'est pas si vieux que ça en passant, là. Ça fait à peu près 70-80 ans que ça a été inventé. Ça fait pas longtemps. C'était à la fin des années 40, 50. Début des années 50, je pense. 50, ça fait 70 ans. Ça fait pas si loin que ça. Ça fait pas si longtemps que ça, là. Je suis pas jeune. Ça calcule. Moi, je suis né au début des années 60. OK, on change de sujet. Donc, moi, je veux vraiment comprendre comment ça fonctionne un transistor. Un transistor va laisser passer un courant à l'aide d'un autre courant qui va être appliqué. Il va avoir un minimum, autrement dit, là, puis il va avoir un maximum, autrement dit, comment est-ce qu'on peut saturer un transistor pour faire en sorte qu'il soit ouvert, comme si ce serait un fil qui passerait droit. C'est un peu un interrupteur, un gradateur, autrement dit. Un dimmer, là, on a ces murs dans la maison, c'est un peu ça. Souvent, ce qui est utilisé, c'est en analogie, c'est le tuyau d'eau avec une valve dans le milieu. Puis l'eau est arrêtée dans le milieu, puis quand on tourne la valve, ça rouvre un peu, l'eau commence à passer, puis plus on l'ouvre, plus ça passe. Mais il ne faut pas oublier aussi que le courant qui était en bas, souvent se ramasse à la sortie aussi. Donc, il s'additionne. Le courant qu'on a, supposons 500 mA, puis on prend 100 mA pour l'ouvrir, on est rendu à 600 de l'autre côté. Ça peut jouer un peu, là, mais ça s'additionne les deux ensemble. Parce que il fait justement, les deux s'unissent pour sortir à la fin. On va parler de deux transistors vraiment communs qu'on va voir souvent, les transistors bipolaires, avec 3 branches. Émetteur, base, collecteur. Puis on va parler aussi du transistor MOSFET, celui que je me trompe tout le temps dans sa prononciation, que tout le monde rit, là. Lui, ça va être la gate, la source, puis la gate, la source, puis voyons, j'ai un blanc de mémoire. Il y a trois phases dessus de la même affaire. On va y revenir parce que tantôt on va les voir comme il faut. Transistors bipolaires, on les rencontre dans à peu près tout ce qui peut exister comme appareil. Je pense que tous mes appareils que j'ai sur l'établi ici en ont. Transistor MOSFET, utilisé beaucoup dans les ordinateurs. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, même s'il y en a qui vont vous dire « Ah, un MOSFET, c'est bien plus puissant. » Oui, un MOSFET est capable de faire passer beaucoup plus de courant qu'un transistor bipolaire.
Par contre, le bipolaire est beaucoup plus résistant qu'un MOSFET. Les MOSFET, on les remplace là, dans des ordinateurs, ça se peut pas. Il y en a un peu partout, c'est la ligne de tension dans l'entrée. Il y en a alentour des processeurs, il y en a alentour du GPU, la carte graphique. Il y en a partout. Donc, c'est à effet de champ, ces transistors-là, les transistors MOSFET. Donc, il y en a un peu partout celui-là. Il y a d'autres formes aussi de transistors. Celui que je vais parler, moi, c'est un TO92. Ça ici. C'est des petits transistors bien standards, là, avec un côté plat, puis l'autre arrondi, puis 3 pattes. L'émetteur, la base, le collecteur, ils ont tout ça. Moi, je vais vous montrer comment les vérifier. Comment faire en sorte que savoir s'il est bon ou s'il est pas bon. Je rentrerai pas dans les détails sur son fonctionnement interne. Nous, dans une shop, quand on travaille, c'est pour réparer. Que je connaisse tout de A à Z, puis savoir qu'est-ce que l'électron va faire dans le transistor, là. Oui, c'est bon à savoir, je dis pas que c'est pas bon. Mais dans le domaine où ce que je suis, ça donne absolument rien. Nous, on veut savoir puis apprendre des techniques à détecter rapidement. C'est le problème, c'est ça. Parce que quand on prend un ordinateur le matin pour le réparer, on ne passerait pas 8 heures dessus, là. Généralement, c'est 30 minutes que je passe. Si au bout de 30 minutes, je vois pas la lumière au bout du tunnel, j'arrête ça là. C'est pas viable financièrement pour un atelier. Quelqu'un qui fait ça, chez lui, pour le fun, ils vont passer 3, 4, 5 jours dessus, ça ne dérangera pas. Puis au départ, c'est bon, parce que ça nous permet d'apprendre toutes sortes de choses, puis plus on va, plus qu'on prend de la rapidité, et ainsi de suite. Mais quand on rentre dans un atelier, si le patron vient vous voir au bout de 2h30, puis tu es encore sur le même ordinateur, il va dire ça marche pas, là. Ça fonctionne pas, là. Donc, il faut vraiment apprendre à passer vite, puis trouver le problème, remplacer la pièce, revérifier si tout fonctionne, puis next, on passe à autre chose. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer vraiment la base de comment ça fonctionne, les transistors, mais c'est surtout que je veux vous montrer comment les réparer. Fait que, allons-y, je vais vous expliquer avec des images qu'est-ce que c'est les transistors. Je vois ici un transistor bipolaire, à quoi ça peut ressembler, puis un transistor MOSFET, à quoi ça peut ressembler. Il y a d'autres formats de transistors comme ça aussi. Il y a des transistors que celui-là ici, il n'a pas besoin d'être refroidi parce qu'il est capable de gérer la petite tension qui passe au travers de ça, le courant qui passe au travers de lui-même. Par contre, il y en a d'autres qui sont vraiment plus gros avec un derrière en métal ou en plastique pour être apposé sur un radiateur, autrement dit. Heat sink qu'on appelle souvent, pour le refroidir. Donc, un bipolaire, c'est ça. C'est un transistor bipolaire, puis un MOSFET, c'est ça. Si je saute à la prochaine image, les autres types qu'il y a. Il y en a d'autres qu'on va voir souvent sur des circuits, des circuits imprimés, là, une carte mère comme telle. Là. On va voir ce genre-là ici. On va voir aussi ceux-là ici, comme le derrière est en métal. Lui, il va être apposé directement sur un radiateur ou un heat sink, en bon français, pour le refroidir. Dans la plupart des cas, il faut aller regarder, par exemple, les spécifications de chacun des transistors pour être sûr. On a des 3 pattes ici, puis c'est 1, 2, 3, mais des fois, ça change le positionnement. On va y aller avec l'autre image, là, des pattes qu'il y a ici. Ça peut changer. Donc, à chaque transistor, il faut prendre le numéro, puis aller voir le datasheet qu'on appelle. Ça, c'est pas dur. Vous prenez le numéro, vous envoyez ça dans Google, vous marquez datasheet à la fin, il va vous sortir plein de liens. C'est toujours disponible, ça. Et là, vous allez prendre le meilleur que vous préférez, parce qu'il y en a qui sont remplis de publicité. C'est pas le fun d'aller fouiller là-dedans. Moi, généralement, je vais passer par DigiKey, s'il y a la pièce, ou par Mouser. Puis eux autres, ils ont un lien directement à datasheet standard qui vient avec la pièce. Fait que c'est beaucoup plus rapide d'aller chercher. On va aller le faire tantôt. Donc, si je saute à l'autre image, ici, on va parler du transistor bipolaire. Comment est-ce qu'il est monté?
Ce transistor-là ici, avec un devant à plat et arrondi en arrière, c'est un format TO92. Vous avez différents formats là-dedans. Ce qu'on a vu avant, je me souviens bien, là, ça ici, là, c'est TO-220. Ça, c'est le format. C'est les numéros. À force d'en faire et d'en voir, vous allez reconnaître par les numéros quel type de transistor que c'est. Le format, je parle. Ça, c'est TO92. Comme j'expliquais, chacune des pattes ici a un nom. Généralement, le 1, c'est le collecteur, le 2, c'est la base, et le 3, c'est l'émetteur. Donc, c'est comme ça qu'on parle des griffes qui sortent d'un transistor bipolaire comme ça. Si je reviens à l'autre photo d'avant, parce que je veux parler de celui-là ici, c'est sur le même principe. Collecteur, base, émetteur. Mais en plus, la base ici, souvent, est reliée à ça. Donc, c'est négatif. On appelle ça un PNP. Positif, négatif, positif. Donc, ça, c'est toujours négatif quand c'est en métal. Quand c'est à l'inverse, souvent, vous allez voir que votre transistor est en plastique. Il ne veut pas aller faire une mise à la terre avec le derrière. Fait que, ça, c'est une petite chose à comprendre comme tel, à savoir. Donc, on a un collecteur ici. Donc, ça veut dire que ici, un PNP, la charge va être après. Si j'ai un moteur, autrement dit, je vais la mettre après, ici. Si c'est un NPN, ben la charge, mon moteur, va être avant, ici. Donc, ça n'a aucune incidence sur la base ou quoi que ce soit ici. Là. Ça indique juste comment est-ce que le courant passe dans le transistor comme tel. Une chose importante à retenir aussi, entre le PNP et le NPN, on a un PNP ici. La charge est appliquée après le système, dans le système. Si on met un moteur ici, donc, il faut savoir que le courant qui sort ici est additionné avec la base. Le courant de la base et l'émetteur sont additionnés. Si j'ai 500 mA qui rentre là, j'ai 100 mA ici, ben, il en sort 600. J'ai 600 mA d'appliqué sur le moteur qu'il y a ici. À l'inverse, si c'est un NPN, je viens mettre mon moteur ici en haut. Avant ça, la charge va être en haut. Donc, ça n'a pas d'incidence dans ce cas-là, parce que le moteur va être activé seulement avec le 500 mA du collecteur ici. La base et l'émetteur vont toujours s'additionner, mais il n'y a plus rien après. Ça s'en va à la mise à la terre. Donc, ça change absolument rien ici pour la tension. Fait que, comme je vous dis, moi, je rentre pas plus creux que ça. Là. Ça, c'est le principal. Je l'ai vulgarisé au maximum que je pouvais faire pour vous le montrer, comment est-ce que ça fonctionne, ça. Ça, c'est pour le transistor bipolaire. Et à ne pas oublier qu'on a un collecteur, une base, puis un émetteur. À partir de là, si on change pour un MOSFET, riez pas. Là, ça change un petit peu. C'est exactement le même principe encore. Puis on a aussi des MOSFET qui fonctionnent de type N et de type P. C'est pas des NPN et des PNP, c'est des types N et des types P. Mais c'est la même chose. On a sur un transistor MOSFET 8 pattes ici. Vous allez me dire, hey, c'est bien plus que 3. Non, non, dans le fond, c'est 3 pattes, encore une fois. C'est 3 pattes. À la source, les 3 pattes ici sont reliées ensemble. Le drain ici, les 4 sont reliés ensemble. Et ils laissent passer la tension. Souvent, on a, dans les ordinateurs, il y a 19 volts là. Puis de l'autre côté, il y a 19 volts. Si jamais il allait se passer. Mais c'est sur le même principe. Si vous regardez chez moi à côté, c'est la même chose. On a la source, le drain, puis la gate. C'est les termes qui changent, mais c'est encore une fois la même chose. Un transistor PNP peut fonctionner sur du NPN, tout dépendant comment est-ce qu'on le branche. Ça, on va le voir dans certains circuits. C'est la même chose aussi pour les MOSFET, tout dépendant comment est-ce qu'ils sont branchés. Il y en a d'autres que des fois, je vais envoyer une certaine tension dessus
Puis ils vont le laisser passer ou non. On va y revenir si on va faire des tests plus tard sur des transistors directement sur un ordinateur. Mais je voulais vous expliquer en gros comment ça fonctionnait. Comment est-ce qu'on vient tester ça et ainsi de suite. Plus souvent qu'autrement, si je prends un ordinateur comme ça, quand je vais venir vérifier à l'entrée de ma tension qui rentre dans l'ordinateur, ma source ici, généralement, je vais avoir mon 19 volts. De 19 volts qui vient de mon adaptateur qui est branché dans l'ordinateur. Je vais avoir mon 19 volts là. S'il y a un problème, parce que après ça, la tension, elle passe aussi dans un circuit qui serait ce qu'on appelle le BQ chip. Le BQ chip, c'est qu'est-ce qui contrôle la charge de la batterie et ainsi de suite. Si lui ne donne pas le OK au MOSFET de s'activer, il se passera rien. Plus souvent qu'autrement, on va venir tester ici. S'il y a un problème, ici, il va y avoir 19 volts. Ici, à la gate, 0. Il n'aura pas été activé. Donc, déjà là, on va aller vérifier s'il y a un court-circuit. On va le voir plus tard en mode diode, comment est-ce qu'on peut tester pour les courts-circuits là-dessus. Puis, il n'y a rien qui va passer de l'autre bord. Autre chose, des fois, on va avoir 19 ici, 24 là, et ici, 19. Mais là, il y a un deuxième MOSFET. Il y en a toujours un deuxième à côté. Le deuxième, 19 qui rentre, gate, 0. Puis l'autre bord, 0 aussi. Donc, c'est au deuxième qu'il se passe de quoi. C'est là qu'on vient vérifier pour les courts-circuits. C'est souvent à partir de là qu'on découvre c'est quoi les problèmes qui existent dans les ordinateurs d'aujourd'hui. Fait que, en gros, c'est ça. Prochaine étape. Bon. On va en trouver trois, là. Ces deux-là, je pense que je n'aime pas des transistors. Je suis même pas sûr. Moi, je regarde pas le numéro, là. Je suis pas sûr, ça. C'est un régulateur de tension, ce coudon. Ben oui. L7812, c'est un régulateur de tension. Je me suis trompé. Quand vous allez voir L7805, c'est un régulateur de tension 5 volts. Ici, c'est un régulateur de tension 12 volts. On le voit L7812CV. Ça, c'est un régulateur de tension. Celui-là non plus, je suis pas sûr, là. Si je me rapproche de pas mal. Ah! P150 4EDG. Faudrait que je regarde c'est quoi ça. Mais je pense pas que c'est un transistor. J'avais sorti ça de mon... Ça, c'en est un par contre. Ça, c'en est un MPS 2222A. Si je vais aller voir les informations de ça, ce transistor-là, MPS 2222A, ben, mais je vais aller... Oups, c'est en une minute, là. Hein, vous le voyez ici, on voit le numéro dessus. C'est pas gros, là. MPS 2222A. Vous n'êtes pas sûr, vous vous rapprochez jusqu'à temps que vous allez le voir, le vrai code dessus. Et voilà. D'où l'importance d'avoir un bon microscope. Là, on va aller dans Screen Capture. Là, j'ai fait mes petites recherches. Là. Je suis allé ici, là, mais je vais recommencer à zéro pour que vous puissiez le voir. Donc, je vais rentrer MPS 2222. Vous n'aurez même pas fini, là, que regardez. Pinout, datasheet, tout est là, transistor. Ah! Si je vais voir Pinout. Je m'en viens ici. Je descends ici, regardez, il va m'indiquer tout comment est-ce que c'est. Le 1 c'est l'émetteur, le 2 c'est la base, le 3 c'est le collecteur. Je l'ai ici, c'est un transistor de base, ça c'est datasheet. On va aller voir directement la datasheet. Ces informations. C'est ça que je vous dis, là. Il y en a que c'est plein de publicité, là, ça devient tannant à un moment donné. Souvent, moi, je viens de télécharger ici. Je le mets sur mon bureau, ou à quelque part d'autre, là. 2222A, ça c'est beau. Et là, je vais aller le chercher. Desktop. 2222A. Puis là, je l'ouvre tout seul. Parce que ça devient tannant, là. On peut pas faire de zoom, là, tandis que là, je peux faire tout ce que je veux. Le format TO92, 1, 2, 3,
1, c'est l'émetteur. 2, c'est la base. 3, c'est le collecteur. C'est un NPN. C'est un transistor NPN d'utilisation générale comme tel. Comment est-ce qu'on teste ça, un transistor comme ça? Vous avez toutes les informations ici que vous voulez, vous avez besoin. Nous, on est vraiment dans un mode de réparation et non pas de création d'appareils. Ça fait que oui, des fois, on a besoin de venir fouiller ici, mais dans les transistors, c'est assez rare. Moi, c'est assez rare, je m'en viens surtout voir le pin-out qu'on appelle ça, comment c'est branché, et ainsi de suite. Si je m'en vais maintenant sur ça, TopCam, comment je vérifie ça? On a le positif dans le centre, c'est un NPN. Donc, je viens mettre mon multimètre ici en mode diode, par le signe diode ici en haut. Je viens chercher, il est là ici. Je viens chercher là, puis avec Select, je viens chercher mon mode diode. Fait que je pèse dessus, jusqu'à temps que diode apparaisse en haut. Je viens mettre mon positif sur la patte du centre. En passant, toujours mieux de les tester en dehors du circuit. En dehors du circuit. Par expérience, moi, je vais en tester des fois dans le circuit. Puis selon la valeur qu'il va me donner, là, il va me mettre une puce à l'oreille en me disant « Oups, lui, il n'est pas normal. » Là, je vais le dessouder puis je vais le retester en dehors. Mais, généralement, pour une bonne lecture, il faut toujours les tester en dehors. Si je mets mon positif au centre, mon négatif de ce côté-là, j'ai 0.676 volts. Pour un transistor comme ça, entre 500 et 1000, 1500, c'est excellent. Si je m'en vais de l'autre côté, 0.684, ça vient me dire que mon transistor ici fonctionne numéro 1. Si ça aurait été un PNP, là, j'aurais mis le négatif dans le centre. Puis je serais venu tester ici. Regardez, moi, il n'y a rien qui passe, là. Puis je m'en vais de l'autre bord, il n'y a rien qui passe. Donc, ça m'indique que mon transistor est en parfait état ici. Là, je vais essayer de vous trouver un offset sur une carte d'ordinateur. En voici une. C'est que c'est passé là. Ah, j'avais enlevé un port USB que j'avais besoin pour un autre ordinateur. Puis là, j'ai utilisé du low melt solder. Puis, je ne mettrai pas de tension là-dessus. Hein. On ne mettra pas de tension là-dessus. C'est juste pour un test. C'est un OS-US, ça. Bon, si je m'en viens ici, dans cette carte-là ici, je regarde que ma tension, ça c'est ma prise pour la carte d'écoute, parce qu'elle est différente. Ça, c'est ma prise de tension. Donc, si ma prise de tension est là, j'ai deux offsets, un à côté de l'autre ici, qui me permet de vérifier au départ si le système va bien. Ah, hey, regardez donc ça, comment c'est beau, ça. Microscope. Et voilà. On a tout devant nous autres. On a notre entrée de tension ici, notre prise. Donc, on viendrait se brancher là. De là, ça passe dans une série de filtres. Il y a un condensateur là. Ça, je pense que c'est des inducteurs, par contre. Ça, c'est pas des condensateurs. Ça, c'est un condensateur. Et ici, j'ai mon premier offset ici, qui est là. Alors, regardez, tout ça est ensemble. Tout ça est ensemble, puis j'ai la gate qui est là. Autrement dit, à partir de là, je peux venir tester si mon offset ici est en court-circuit. Comment est-ce que je fais ça? Je vais mettre mon multimètre à côté ici. De notre temps, tourner un peu comme ça. Je vais faire top cam. Ouais, il va falloir que je me recule un peu. Hein. J'essaie d'être plus proche parce qu'il y a bien du monde qui veut voir ce que je fais. Puis là, c'est pas évident parce qu'il faut lire le multimètre en même temps. Il faudrait que mon multimètre soit affiché. Puis ça, j'essaie de trouver le moyen de l'afficher. Puis si je rajoute encore une caméra sur mon système, il panique. Il en fait trop, là. Donc, si je m'en viens ici, je viens mettre mon côté positif. Je suis en mode diode. Je prends mon côté positif de mon multimètre, puis je viens le mettre à la masse. Ici. Puis avec mon côté négatif du multimètre, je m'en viens tester
quelle valeur que j'ai à l'entrée de mon MOSFET ici. J'ai branché mon fil là. Branché ça là. Et voilà. Bien. Et là, je me mets en voltage. Je vois que mon ordinateur essaye de démarrer en le branchant. Fait que je le vois, moi, parce qu'il tire 171 mA, là. Fait que si je me mets au ground, n'importe où, puis je viens tester mes MOSFET. À la sortie, attention, j'ai 19 volts. Oups, on va baisser ça un peu. Tu sais le voir. Ma sortie de ma tension sur ma prise, j'ai 19 volts. À l'entrée de mon MOSFET ici, 19 volts. À la sortie, 19 volts toujours. À la gate, on est supposé d'avoir 24. 23.88. À l'autre MOSFET, 18, 19. Là, ça joue peut-être, c'est peut-être mon... de la façon que je pèse dessus en même temps, là. À la gate, 23, presque 24. Puis l'autre côté, 19 volts. Fait que current sensor ici, résisteur ici. 19 volts. Donc, l'ordinateur devrait partir rendu à ce point-là. Faut que j'aille vérifier maintenant toutes mes prises, mes tensions que j'ai un peu partout. Pour savoir s'il y en a une qui ne fonctionne pas. Ici, j'en ai pas, là. C'est-tu le power, c'est-tu quelque chose, là? Je sais qu'il y avait une pièce qu'il faut que je change dans l'ordinateur. Je me souviens, je l'avais déjà vérifié, celle-là. Je m'en viens ici. Mais non, il n'y a rien qui marche. La tension, il n'y a pas de court-circuit, mais il y a quelque chose d'autre qui fait défaut dans l'ordinateur. Puis ça, il va falloir que j'aille le chercher, là. Mais c'est comme ça que je vais vérifier. Puis comme ça, je vais me rendre un peu plus loin. Si jamais l'ordinateur ne démarre pas, puis que tout ça, c'est beau, ben là, il faut commencer à aller vérifier ce qu'on appelle les lignes de tension principales. Autrement dit, du 12 volts, du 5 volts, puis du 3.3 volts. Ça, on va pouvoir retrouver ça sur les inducteurs ici. On va se promener un peu partout sur les inducteurs ou les condensateurs juste à côté des inducteurs pour checker si nos tensions sont toutes là. Si jamais ça va plus loin que ça, ben c'est là que moi, je vais aller regarder la marque, le modèle du board. Puis je vais vous parler un peu plus tard de logiciels qui existent qui nous permettent d'avoir accès au schéma électrique de ces boards-là. Et là, pouvoir suivre qu'est-ce qui se passe. Ça va où? Quand je me branche là, j'ai pas de tension. Pourquoi? Donc, on peut aller vérifier sur le schéma électrique. Qu'est-ce qui se passe. Mais en gros, c'est ça. Puis quand je vous disais, là, sur un ordinateur portable, j'en ai deux ici, en partant. Mais si je regarde un peu plus loin... ça, c'en est un. Ça, c'en est un. Power supply. Un coil, autrement dit, ou un inducteur. Inducteur. J'en ai un. Donc, ça, c'est toutes des sources de tension. Sont à côté du processeur. Probablement, c'est pour alimenter le processeur, ça. Mais il y a des MOSFET partout. J'en ai là. J'en ai partout. Ça, c'est des transistors. Probablement des switching transistors, ça. C'est bien ordinaire. Mais en gros, c'est ça. On ne s'attardera pas, là. Je vous ai parlé des transistors, là. Je pense que dans la prochaine vidéo, là, on va parler de l'utilisation du multimètre de A à Z. Voltage, ampérage, les résistances, les diodes, le minimum, maximum qu'on peut aller chercher. Souvent, on a besoin de ça. Il y a d'autres fonctions qui existent aussi de température. Lire la température d'une pièce, ça, je l'ai déjà utilisé, ça. Mais pas sur une carte mère comme ça. J'ai utilisé ça quand je réparais les frigidaires, les thermos qui fonctionnent dans l'électronique pour refroidir. Je vérifiais la température des réfrigérateurs avec ça. C'est bon pour ça.
L'ampérage. Comment est-ce qu'on peut vérifier l'ampérage? L'ampérage standard, les milliampères, puis les microampères. Parce que ça, on utilise souvent ça là-dedans. Donc, prochain cours, on va voir le fonctionnement de A à Z du multimètre. Merci.